En 5 ans de mariage, elle n'avait jamais voulu que je rencontre Albert Richter. Elle prétendait toujours que leur relation était strictement professionnelle, qu'il ne fallait pas mélanger les affaires et la vie privée. Et pourtant, j'étais là, assis en face d'eux dans ce restaurant du 8e arrondissement, observant ma femme rire à ses blagues avec une intimité qui me nouait l'estomac. Le restaurant était exactement le genre d'endroit que Cassandra adorait, cher, select, le type d'établissement où un seul repas coûte plus cher que les courses de la semaine pour la plupart des gens. Les boiseries en acajou brillaient sous une lumière tamisée, et l'odeur de la viande en sauce et du pain frais flottait dans l'air. Les nappes étaient blanches comme la neige fraîche, les verres en cristal captaient la lumière juste comme il fallait. Tout était parfait, tout était calculé pour impressionner. C'est Albert qui avait choisi le restaurant, évidemment. Il était de ces hommes qui doivent toujours tout contrôler, qui doivent étaler leur richesse et leur sophistication. 48 ans, impeccablement vêtu d'un costume à 3000 €. Ses cheveux argentés étaient coiffés en arrière avec cette élégance européenne un peu hautaine. Son accent était léger mais perceptible, un rappel de ses origines allemandes qu'il portait comme une décoration. J'étais assis là dans mon blazer prêt à porter, me sentant terriblement déplacé. À 43 ans, j'avais bien réussi ma carrière d'ingénieur en génie électrique, avec un salaire confortable, mais ici, j'aurais tout aussi bien pu être le technicien de surface. Cassandra avait insisté pour que je m'habille bien, passant des heures à choisir mes vêtements comme si j'étais un enfant le jour de la photo de classe. La conversation coulait de source entre eux, trop facilement. Ils parlaient de collègues que je n'avais jamais entendu mentionner, partageaient des blagues privées qui m'excluaient totalement. J'ai regardé le visage de Cassandra s'illuminer quand elle le regardait. Une expression que je n'avais pas vue diriger vers moi depuis des mois, peut-être des années. Sa façon de se pencher vers lui quand il parlait, ses doigts qui effleuraient le bord de son verre à vin quand elle riait à ses histoires. J'ai essayé de participer, posant des questions polies sur leur travail, mais chaque tentative semblait forcée, artificielle. Ils s'arrêtaient, m'incluaient juste assez pour être polis, puis replongeaient dans leur monde secret. J'étais la 5e roue du carrosse au dîner de ma propre femme, un témoin gêné d'une intimité que je commençais à comprendre comme étant tout sauf professionnelle. Cassandra était rayonnante ce soir-là. Elle avait passé tout l'après-midi dans un salon de coiffure huppé du quartier pour ses ondulations blondes qui encadraient parfaitement son visage. Son maquillage était impeccable, sa robe était d'un vert émeraude que je n'avais jamais vu auparavant. Elle était lumineuse de cette façon dont les femmes enceintes sont censées briller, sa main dérivant occasionnellement vers ce petit ventre qui commençait tout juste à se voir. La grossesse avait été une surprise, annoncée 3 mois plus tôt avec des larmes de joie et des promesses de construire la famille parfaite. Je me souvenais du moment où elle m'avait montré le test positif, mon cœur avait bondi à l'idée de devenir père. À 43 ans, j'avais fait une croix sur les enfants. Mais soudain, il y avait ce cadeau, cette seconde chance. Maintenant, en la regardant de l'autre côté de la table, quelque chose semblait faux. Le calendrier m'avait toujours intrigué, même si j'avais balayé mes doutes. Elle avait annoncé la grossesse juste après son retour d'un voyage d'affaires à Munich, le même voyage où elle avait travaillé étroitement avec Albert. Lorsque j'avais posé des questions sur les dates, elle avait été vague, me disant que je me souciais trop des détails. Le serveur a apporté une nouvelle bouteille de vin, un grand cru allemand choisi par Albert avec une grande cérémonie. Il nous a servi, bien que Cassandra ait seulement fait semblant de goûter, prétextant sa grossesse. J'ai remarqué qu'Albert ne semblait pas déçu par son abstinence. Au contraire, il semblait satisfait, protecteur. Même sa façon de la regarder quand elle mentionnait le bébé a provoqué une sensation de froid dans mon estomac. C'est là qu'ils ont commencé à parler allemand. Ça a commencé innocemment. Albert a fait une remarque sur le vin, sur sa région d'origine. Cassandra a répondu dans ce que je supposais être une approbation, sa prononciation fluide et assurée. Je savais qu'elle parlait un peu allemand depuis ses années à la fac, mais je ne l'avais jamais entendue s'exprimer avec une telle aisance. J'étais assis là, souriant comme l'idiot qu'il pensait manifestement que j'étais. Comme leur conversation passait entièrement en allemand, ils n'ont même pas essayé de m'inclure. Je n'étais qu'un meuble à ce stade, une décoration qui se trouvait partager leur table. Ma grand-mère était allemande. Elle était arrivée en France étant jeune, mais n'avait jamais perdu sa langue ni sa culture. Elle avait insisté pour m'apprendre l'allemand quand j'étais enfant, me faisant passer mes étés avec elle à pratiquer jusqu'à ce que je sois bilingue. C'était l'un de mes rares secrets, quelque chose que je n'avais jamais partagé avec personne, même pas avec Cassandra.
Il n'y avait jamais eu de raison d'en parler, jusqu'à ce soir. J'ai écouté. Mon visage gardait le même sourire poli et confus alors qu'Albert disait à ma femme à quel point il était fier de sa performance. Non pas de son travail, mais de sa performance avec moi, à quel point elle était convaincante, à quel point elle jouait bien le rôle de l'épouse dévouée. Ma main s'est crispée sur mon verre quand Cassandra a ri, un son comme du cristal brisé. Elle lui a dit combien c'était facile, combien je croyais tout ce qu'elle disait sans poser de questions, combien j'étais naïf. Le mot qu'elle a utilisé était « tolpachig », maladroit, stupide. Albert s'est penché plus près, baissant la voix. Il a posé des questions sur ma réaction à l'annonce de la grossesse, si j'avais suspecté quelque chose. Cassandra a secoué la tête, sa main caressant son ventre dans un geste que j'avais cru être de l'instinct maternel, mais que je reconnaissais maintenant pour toute autre chose. « Ne t'en fais pas », a-t-elle dit en allemand, sa voix pleine d'un cruel amusement. L'idiot est tellement heureux de la grossesse. Il élèvera ton fils en pensant que c'est le sien. Le monde s'est arrêté. Tout autour de moi a semblé se figer. Le cliquetis des verres aux autres tables, le doux murmure des conversations, la lueur chaude des bougies. Tout cela s'est effacé en bruit de fond tandis que ces mots résonnaient dans mon esprit. Ton fils, pas notre fils. Ton fils. J'étais assis là, mon visage portant toujours ce même sourire stupide alors que toute ma vie s'effondrait. 5 ans de mariage réduits à une mise en scène. 3 mois de joie à l'idée de devenir père révélé comme la plus cruelle des blagues. Chaque moment tendre, chaque rêve partagé, chaque promesse d'éternité. Rien que des mensonges fabriqués par une femme qui ne voyait en moi qu'un imbécile à manipuler. Albert a tendu la main sur la table et a serré la sienne, leurs doigts s'entremêlant dans un geste si intime qu'il m'a rendu physiquement malade. Il lui a dit combien il l'aimait, combien il était excité à propos de leur enfant, combien tout se déroulait parfaitement. Il planifiait cela depuis des mois, disait-il. La grossesse, le timing, même ce dîner faisait partie de leur tromperie élaborée. J'ai regardé ma femme, la mère de l'enfant que je m'apprêtais à aimer de toutes mes forces, hocher la tête et sourire alors que son amant la félicitait pour sa capacité à me mentir en face. Elle était douée pour ça, disait-il. Une actrice née. Le serveur s'est approché pour demander si nous voulions autre chose. J'ai levé les yeux vers lui, la gorge sèche, ma voix étrangement stable malgré le séisme qui se produisait dans ma poitrine. En fait, oui, ai-je dit, mes mots tranchant leur conversation allemande comme une lame dans la soie. Je pense que nous avons quelque chose d'important à discuter. Albert et Cassandra se sont tournés vers moi, leur visage encore détendu et heureux, ne réalisant pas encore que tout était sur le point de changer. J'ai attrapé la bouteille de vin, mes mouvements délibérés et contrôlés, et je me suis servi un verre généreux, le liquide rouge sombre captant la lumière de la bougie comme du sang. Puis j'ai posé la bouteille avec précision au centre exact de la table. J'ai levé mon verre, comme pour un toast, et j'ai plongé mon regard dans les yeux surpris d'Albert. Prost, ai-je dit clairement, laissant le mot allemand flotter dans l'air entre nous. Au nouveau départ et à la fin des illusions. La couleur a quitté le visage de Cassandra si vite que j'ai cru qu'elle allait s'évanouir. La bouche d'Albert s'est ouverte, son sourire confiant s'effondrant en quelque chose qui ressemblait à de la terreur. Le silence qui a suivi mon toast allemand était assourdissant. Je pouvais entendre mon propre cœur battre. Je pouvais entendre le doux jazz jouer dans les haut-parleurs cachés. Je pouvais entendre le murmure des autres tables où d'autres couples avaient probablement des dîners normaux, honnêtes, où d'autres hommes ne découvraient pas que toute leur vie n'était qu'un mensonge. Le verre de Cassandra tremblait dans sa main. Quelques gouttes de vin ont taché la nappe blanche, s'étalant comme une petite plaie. Ses yeux verts, ceux dont je suis tombé amoureux il y a 6 ans, allaient de moi à Albert comme un animal piégé. Albert a récupéré le premier, bien que péniblement. Son visage était passé du charme confiant à la panique en un battement de cœur. Il a rajusté sa cravate, un geste nerveux qui trahissait son assurance chancelante. « Neil », a-t-il dit prudemment, son accent plus prononcé, « je pense qu'il y a un malentendu. » J'ai posé mon verre avec une précision délibérée, la même que celle avec laquelle j'abordais mon travail d'ingénieur. « Oh, je ne pense pas qu'il y ait de malentendu, Albert », ai-je répondu en français, gardant ma voix conversationnelle, presque amicale. J'ai tout compris. Chaque mot. Cassandra a finalement retrouvé sa voix, bien qu'elle n'ait été qu'un murmure. « Neil, bébé, tu ne parles pas allemand. Tu es confus. »
Albert me parlait juste de sa famille, de sa mère qui vit à Munich. Le mensonge est venu si facilement sur ses lèvres. Même là, prise en flagrant délit. Elle essayait encore de me manipuler. La femme qui avait partagé mon lit pendant 5 ans, qui avait pleuré dans mes bras sur son enfance difficile, qui m'avait fait croire que j'étais l'amour de sa vie, me regardait droit dans les yeux en mentant sans une seconde d'hésitation. « Ton allemand est très bon, Cassandra », ai-je dit, conservant ce ton calme qui les poussait tous deux vers la panique. Bien meilleur que tu ne l'as jamais laissé entendre. Surtout cette partie sur l'idiot qui élèverait le fils d'un autre en pensant que c'était le sien. Ta prononciation de Tolpachig était particulièrement impressionnante. Elle est devenue complètement blanche. Pas pâle, non, vraiment blanche, comme si chaque goutte de sang avait quitté son corps. Sa main, celle qui caressait son ventre quelques instants plus tôt, a commencé à trembler violemment. Albert s'est penché en avant, sa voix urgente. Toute prétention de dîner décontracté était abandonnée. Neil, écoute-moi. Ce n'est pas ce que tu penses. Cassandra et moi, nous travaillons ensemble. Oui, mais ce soir, c'était juste une discussion professionnelle. J'ai presque ri. L'absurdité était écrasante. Voilà un homme qui venait d'entendre sa maîtresse discuter de leur plan pour me tromper, et il essayait encore de me convaincre qu'il s'agissait de travail. Du travail, ai-je répété lentement, comme pour goûter le mot. C'est comme ça que tu appelles le moment où tu dis à la mère de ton enfant que tu es fier de sa performance? Quand tu planifies comment tromper son mari? Les mots flottaient dans l'air comme une accusation. Le restaurant continuait sa danse élégante. Les serveurs glissaient entre les tables. D'autres clients riaient. Le monde continuait comme si le mien ne venait pas de voler en 1000 morceaux irréparables. J'ai repensé aux 3 derniers mois, à chaque moment depuis que Cassandra avait annoncé sa grossesse. À quel point j'avais été heureux. J'avais commencé à imaginer la chambre du bébé, les fonds d'épargne pour l'université, les week-ends pêche père-fils. J'avais appelé mes parents, à peine capables de contenir ma joie. Tout cela basé sur un mensonge. Une cruelle plaisanterie partagée par 2 personnes qui me voyaient comme rien de plus qu'un idiot commode. Cassandra a tendu la main sur la table, ses doigts cherchant les miens. J'ai retiré ma main avant qu'elle ne puisse me toucher, le geste si brusque qu'elle a sursauté. « Neil, s'il te plaît », a-t-elle dit, sa voix se brisant, des larmes commençant à couler de ses yeux verts que j'avais autrefois cru être les plus beaux du monde. « Tu dois me laisser expliquer. Tu ne comprends pas ce que tu as entendu. Mon allemand n'est pas si bon. J'ai dû dire quelque chose de mal. » Même là, prise dans le mensonge le plus évident, elle essayait encore de me faire douter, de me faire croire que j'avais mal entendu. C'était magistral. Si je n'avais pas été bilingue, si je n'avais pas saisi chaque mot cruel, j'aurais pu la croire. J'aurais pu me convaincre que mon esprit suspicieux avait déformé des paroles innocentes. La réalisation de la facilité avec laquelle j'avais été dupé était presque aussi dévastatrice que la trahison elle-même. Combien de fois m'avait-elle menti? Combien d'autres personnes étaient au courant de sa tromperie, de sa performance en tant qu'épouse aimante? Depuis combien de temps, ai-je demandé, ma voix n'étant guère plus qu'un murmure. Albert et Cassandra ont échangé un regard, un moment de communication silencieuse qui m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Ce n'était pas nouveau. 2 ans, a dit Albert simplement. 2 ans. Je suis resté assis à faire le calcul. Il y a 2 ans, c'était le moment où Cassandra avait commencé à travailler plus étroitement avec l'entreprise d'Albert. 2 ans à me faire croire que j'étais aimé alors qu'elle menait une double vie complète. 2 ans à rentrer chez moi après avoir été avec lui, à partager des dîners et des conversations pendant qu'elle planifiait de me tromper de la manière la plus cruelle qui soit. Le calendrier de la grossesse avait enfin un sens parfait. Elle n'était pas tombée enceinte durant notre week-end romantique sur la côte il y a 3 mois. Le voyage que j'avais cru avoir ravivé notre relation. Elle était déjà enceinte quand nous sommes partis. Portant déjà l'enfant d'Albert tout en me laissant croire que je faisais l'amour à ma femme et non à celle qui me trahissait. Le bébé, ai-je dit, ma voix sonnant creux maintenant. Toute émotion s'était évaporée. Quelle est la date du terme? La vraie date? Les larmes de Cassandra coulaient librement maintenant, le mascara traçant des lignes sombres sur ses joues parfaitement maquillées. Neil, s'il te plaît, on peut arranger ça. On peut aller voir un conseiller conjugal. On peut réparer ça. Quand, ai-je insisté.
Le 15 décembre, a répondu Albert quand Cassandra ne le pouvait plus. J'ai compté en arrière dans ma tête. Si le terme était en décembre, cela signifiait qu'elle était tombée enceinte en mars. Mais elle ne m'avait parlé de la grossesse qu'en juin, prétendant n'être enceinte que de 6 semaines. Un autre mensonge. Une autre tromperie calculée pour me faire croire que l'enfant était le mien. Le serveur est apparu à notre table, son sourire professionnel faiblissant en voyant la scène. Cassandra en pleurs, Albert l'air grave et sur la défensive, moi assis, parfaitement immobile comme un homme en état de choc. « Tout va bien ici ?» a-t-il demandé prudemment. « En fait, non », ai-je dit en me levant lentement, mes jambes étonnamment stables malgré le fait que tout mon monde venait de s'effondrer. « Je pense que j'ai besoin d'air. »« Albert, je pense que tu t'occuperas de l'addition ce soir. C'est le moins que tu puisses faire. » J'ai cherché mon portefeuille, mais Albert m'a fait signe d'arrêter. « Neil, attends. Nous devons parler. Nous devons trouver comment gérer cette situation. » Gérer cette situation ? Comme si mon mariage détruit était un problème de gestion à résoudre. « Il n'y a rien à gérer, » ai-je dit, ma voix parfaitement calme, presque conversationnelle. « Vous deux pouvez vous garder. Vous le faites déjà depuis 2 ans. Vous avez un enfant ensemble. Il semble que tout se soit passé exactement comme vous l'aviez prévu. » J'ai commencé à partir, mais la voix de Cassandra m'a arrêté. « Où vas-tu » a-t-elle crié assez fort pour que les autres clients se tournent. « Neil, tu ne peux pas juste partir. Nous vivons ensemble. Nous sommes mariés. » Je me suis retourné pour la regarder. Cette femme qui avait partagé mon lit et mes rêves tout en détruisant systématiquement tout ce qu'il y avait de réel entre nous. Elle avait l'air désespérée, effrayée, comme si elle réalisait à peine que son monde soigneusement construit était sur le point de s'écrouler. « Non, Cassandra, » ai-je dit doucement. Nous n'avons rien à arranger. Tu as fait ton choix il y a 2 ans. Tu l'as fait à nouveau il y a 3 mois quand tu as décidé d'essayer de me faire croire que l'enfant de ton amant était le mien. Et tu l'as fait ce soir quand tu étais assise ici à rire de la facilité avec laquelle tu pouvais me duper. Le restaurant autour de nous était devenu plus calme. Les autres clients étaient clairement conscients qu'ils étaient témoins de quelque chose de dramatique, mais essayaient de faire semblant du contraire. Je m'en fichais. Laissez-les regarder. Laissez-les voir ce qui arrive quand la vie d'un homme s'effondre autour d'un vin allemand et d'un rôti. Vous voulez savoir ce qui est drôle, ai-je dit en regardant entre les deux. Je vous aimais réellement. Tous les deux, de manière différente. Je t'aimais, Cassandra, de tout ce que j'avais. Et je te respectais, Albert, en tant que collègue et homme d'affaires. Je pensais que vous valiez mieux que ça. J'ai sorti mon téléphone et je l'ai posé soigneusement sur la table devant eux. J'enregistre notre conversation depuis que vous avez commencé à parler allemand. J'ai menti avec aisance, observant leur visage se décomposer devant l'implication. Incroyable ce que la technologie peut faire de nos jours. Traduction, reconnaissance vocale. Un homme n'a même plus besoin de parler allemand pour comprendre ce qui se dit sur lui. Bien sûr, je n'enregistrais rien, mais ils ne le savaient pas. Et la peur dans leurs yeux m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur ce qu'ils avaient à perdre si la vérité sortait. « Je serai parti quand vous rentrerez », ai-je dit à Cassandra en récupérant mon téléphone. « N'essayez pas de me contacter. N'essayez pas d'expliquer. N'essayez pas de réparer cela. Certaines choses ne se réparent pas. » Je me suis éloigné de la table, loin de ma femme, de son amant, de leur enfant et de leur tromperie élaborée. Me sentant étrangement plus léger à chaque pas. Derrière moi, je pouvais entendre Cassandra m'appeler, sa voix au perché et désespérée. Mais je ne me suis pas retourné. J'ai conduit à travers la ville pendant 2 heures après avoir quitté le restaurant. Mes mains agrippaient le volant si fort que mes jointures étaient devenues blanches. Je n'étais pas prêt à rentrer. Je n'étais pas prêt à affronter les rappels physiques d'un mariage qui n'avait été qu'une mise en scène élaborée. La maison que nous avions choisie ensemble. Les photos sur la cheminée, la chambre de bébé que nous avions commencé à planifier dans la chambre d'amis. Tout cela était maintenant contaminé par la vérité. Au lieu de cela, je me suis retrouvé garé devant un restaurant routier ouvert 24h24 en périphérie de la ville, buvant un café qui avait le goût d'huile de moteur et essayant de donner un sens à ce que j'avais appris. Les lumières fluorescentes bourdonnaient au-dessus de ma tête, jetant surtout une lueur crue et impitoyable qui semblait appropriée au moment. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer.
17 appels manqués de Cassandra. 11 SMS que je ne pouvais me résoudre à lire. 3 appels d'Albert, ce qui m'a surpris. Qu'avait-il à dire? Quelle excuse pouvait-il offrir pour avoir couché avec la femme d'un autre et planifié de tromper cet homme pour qu'il élève son enfant? J'ai finalement éteint le téléphone et je suis resté dans le silence, essayant de me rappeler quand j'avais commencé à apprendre l'allemand. Ma grand-mère, Oma Greta, était une femme formidable qui croyait que l'éducation était la seule chose qu'on ne pourrait jamais vous enlever. Elle avait survécu à la guerre, immigré en France avec rien d'autre que les vêtements sur son dos et une détermination féroce à construire une vie meilleure pour sa famille. Chaque été, de mes 8 ans jusqu'à mes 16 ans, elle m'avait forcé à passer 2 mois avec elle, ne parlant que l'allemand. Au début, je détestais ça. J'étais un gamin français typique qui voulait passer ses étés à faire du vélo, pas à conjuguer des verbes. Mais Greta était implacable. Elle cachait mes bandes dessinées jusqu'à ce que je puisse réciter mes leçons parfaitement. Elle me faisait traduire les films que nous regardions ensemble. À l'époque où j'étais au lycée, j'étais complètement bilingue. Plus que bilingue, en fait. Je pouvais penser en allemand, rêver en allemand, comprendre non seulement les mots, mais les nuances culturelles subtiles qui leur donnaient un sens. C'était une compétence dont j'étais fier, mais qui ne semblait jamais pertinente dans ma vie d'adulte. Aucun de mes amis ne parlait allemand. Je n'avais jamais même mentionné cela sur mon CV car ce n'était pas utile pour un ingénieur en génie électrique travaillant avec des entreprises françaises. Je n'avais jamais parlé de cela à Cassandra. Quand nous avions commencé à sortir ensemble, elle avait mentionné avoir étudié l'allemand à la fac, et j'avais hoché la tête poliment sans relever. Il n'y avait aucune raison de révéler ma maîtrise de la langue. C'était juste l'un de ces faits aléatoires sur moi-même qui ne semblaient pas valoir la peine d'être partagés, comme le fait que je savais jongler. Maintenant, cette compétence apparemment insignifiante avait révélé la vérité la plus importante de ma vie. Quand je suis finalement rentré chez moi, il était presque minuit. La maison était sombre, à l'exception de la lumière du porche que Cassandra laissait toujours allumée pour moi quand je travaillais tard. Un geste normal d'une femme normale dans ce que je croyais être un mariage normal. Maintenant, même cette petite gentillesse semblait calculer, une partie de la performance qu'elle jouait depuis 2 ans. Sa voiture était dans le garage, mais je pouvais voir qu'elle était réveillée. Des lumières filtraient sous la porte de la chambre et je pouvais l'entendre bouger à l'étage, faisant les 100 pas, planifiant probablement ce qu'elle dirait quand je rentrerais, fabriquant la prochaine série de mensonges qui pourrait sauver sa tromperie si soigneusement construite. Je ne suis pas monté. Au lieu de cela, je suis allé dans mon bureau, la seule pièce de la maison qui était complètement à moi. C'était mon sanctuaire. Je me suis servi 3 doigts de whisky, une bouteille que je gardais pour une occasion spéciale. Cela semblait être une occasion aussi spéciale que possible, bien que pas de la manière dont j'avais imaginé. C'est là que j'ai commencé à vraiment réfléchir au calendrier. Vraiment examiner les 2 dernières années avec l'esprit analytique froid que j'utilisais pour résoudre des problèmes d'ingénierie. Si Cassandra et Albert avaient une liaison depuis 2 ans, il y aurait des preuves, des motifs, des incohérences que j'avais ignorées ou justifiées parce que j'avais fait une confiance absolue à ma femme. J'ai ouvert mon ordinateur portable et commencé à consulter nos dossiers financiers, quelque chose que je faisais rarement parce que Cassandra gérait la plupart de nos dépenses ménagères. Elle avait un diplôme en gestion et avait toujours été bonne avec l'argent, ou du moins, c'est ce que je pensais. Je lui avais donné accès à notre compte commun et je lui faisais confiance pour tout gérer pendant que je me concentrais sur ma carrière. Ce que j'ai trouvé a glacé mon sang. Au cours des 2 dernières années, il y avait eu des prélèvements que je n'avais jamais vus auparavant. Des dîners coûteux dans des restaurants où je n'étais jamais allé, des chambres d'hôtel dans des villes où Cassandra prétendait voyager seule pour le travail. Des achats dans des boutiques de lingerie spécialisées dans des articles que je ne l'avais jamais vu porter. Les montants n'étaient pas énormes individuellement, mais ils s'accumulaient. Près de 20 000 € de dépenses inexpliquées, toutes soigneusement cachées parmi les coûts ménagers légitimes. Mais ce sont les modèles qui racontaient vraiment l'histoire. Chaque mois, comme une horloge, il y avait des charges au même hôtel haut de gamme du centre-ville, le Méridien, où les chambres commençaient à 400 € la nuit. Toujours les jeudis après-midi, toujours suivis de charges dans des restaurants chers à proximité. Parfois, il y avait des achats dans des bijouteries, des boutiques de créateurs, des spas spécialisés dans les soins en couple. J'ai croisé les dates avec le calendrier de travail de Cassandra, qu'elle tenait méticuleusement à jour sur notre ordinateur partagé. Chaque jeudi, la charge d'hôtel correspondait à une notation qui disait « Rendez-vous client,
AR, Albert Richter. Elle documentait sa liaison dans notre calendrier partagé, pensant probablement que je ne prendrais jamais la peine de regarder. Les achats de bijoux étaient particulièrement dévastateurs. J'ai trouvé des reçus pour un bracelet tennis en diamant d'une valeur de 8 000 € acheté juste 3 semaines après notre 5e anniversaire de mariage. Elle m'avait dit que c'était un cadeau pour elle-même pour avoir décroché un gros client, une récompense pour son travail acharné. J'avais été fier de son succès, fier que ma femme réussisse si bien dans sa carrière qu'elle puisse s'offrir quelque chose de spécial. Maintenant, je réalisais que c'était probablement un cadeau d'Albert, acheté avec l'argent de notre compte commun. Elle avait utilisé mon argent pour s'acheter des bijoux offerts par son amant, puis m'avait menti en face sur leur provenance. L'audace était à couper le souffle. J'ai trouvé le reçu du test de grossesse acheté 2 semaines avant qu'elle ne me dise qu'elle attendait un enfant. Pas un test, mais 3 marques différentes, comme si elle voulait être absolument certaine avant de commencer la phase suivante de sa tromperie. La date était dévastatrice. 23 mars. Si elle faisait des tests de grossesse fin mars, elle aurait conçu début mars. J'étais en voyage de travail pendant les 2 premières semaines de mars, assistant à une conférence à Seattle. Elle était seule à la maison, sauf qu'elle n'était pas seule du tout. Les reçus de la conférence étaient tous là dans nos dossiers. Mon vol pour Seattle, mon hôtel, mes repas, tout soigneusement documenté à des fins fiscales. J'étais à 8000 km quand ma femme concevait l'enfant d'un autre homme, puis elle était revenue à la maison, exceptionnellement affectueuse, exceptionnellement désireuse d'être intime. Elle couvrait ses traces, s'assurant que lorsqu'elle annoncerait la grossesse, je croirais que le timing avait du sens. J'ai sorti une calculatrice et j'ai commencé à faire le calcul plus précisément. Si le terme était le 15 décembre, comme Albert l'avait dit, et qu'une grossesse durait en moyenne 40 semaines, elle aurait conçu vers le 20 mars, en plein milieu de mon voyage à Seattle, exactement au moment où je ne pouvais absolument pas être le père. La preuve était écrasante, indéniable, mathématique. Non seulement ma femme me trompait depuis 2 ans, non seulement elle portait l'enfant d'un autre homme, mais elle avait planifié toute la tromperie avec une précision scientifique. Elle avait calculé les dates, manipulé les calendriers et créé une fiction élaborée conçue pour me faire croire que j'allais être père. J'ai entendu des pas dans les escaliers, doux et hésitant, Cassandra, trouvant enfin le courage de m'affronter. J'ai rapidement fermé l'ordinateur portable et pris une autre gorgée de whisky, me préparant pour quelle que soit la performance qu'elle avait préparée. Elle est apparue dans l'embrasure de la porte portant l'un de mes vieux t-shirts d'université et un pantalon de pyjama, son maquillage enlevé, ses cheveux attachés en une queue de cheval désordonnée. Elle avait l'air jeune et vulnérable et effrayée, exactement comme elle était apparue le premier matin que nous avions passé ensemble il y a 6 ans. C'était du jeu d'acteur magistral, vraiment. Si je ne savais pas ce que je savais, si je ne l'avais pas entendu rire de ma stupidité quelques heures plus tôt, j'aurais pu avoir pitié d'elle. Neil, sa voix était petite, incertaine. On peut parler ? J'ai fait un geste vers la chaise en face de mon bureau, celle où elle s'asseyait quand nous planifions nos finances ensemble ou discutions de notre avenir. Maintenant, cela ressemblait à une chaise d'interrogatoire, un endroit où les suspects venaient confesser leurs crimes. Elle s'est assise prudemment, ses mains jointes sur ses genoux, ses yeux rouges à force de pleurer. Des larmes réelles ou une autre partie de la performance ? À ce stade, je n'étais pas sûr de pouvoir faire la différence. Je sais que tu es en colère, a-t-elle commencé, sa voix n'étant guère plus qu'un murmure. Je sais que tu penses avoir entendu quelque chose qui semblait terrible, mais Neil, tu dois me croire. Tu as mal compris. Mon allemand n'est pas assez bon pour dire ce que tu penses avoir entendu. Même maintenant, même après tout, elle persistait dans le mensonge. Pas seulement en persistant, mais en insistant, essayant de me convaincre que mes propres oreilles m'avaient trahi. Que ma parfaite compréhension d'une langue que je parlais couramment depuis 30 ans était défaillante. Parle-moi du méridien, ai-je dit calmement. La couleur a quitté son visage instantanément. Elle a ouvert la bouche, l'a fermée, l'a ouverte à nouveau. Aucun mot n'est sorti. Parle-moi du bracelet à 8000 € que tu t'es acheté 3 semaines après notre anniversaire, ai-je continué. Parle-moi du test de grossesse que tu as acheté le 23 mars, 2 semaines avant de me dire que tu attendais un enfant. Parle-moi d'Albert Richter et pourquoi tu le retrouves dans des hôtels coûteux tous les jeudis depuis 18 mois. Elle tremblait maintenant, ses mains tremblant visiblement alors que le poids d'être vraiment prise s'installait. Pas prise dans un moment de faiblesse, pas prise dans un seul mensonge,
mais prise dans une tromperie systématique élaborée qui durait depuis 2 ans. Depuis combien de temps sais-tu, a-t-elle murmuré finalement. Je sais pour ce soir depuis ce soir, ai-je dit honnêtement. Mais j'apprends pour le reste depuis 3 heures. Incroyable ce que les dossiers financiers peuvent te dire quand tu prends la peine de regarder. Elle a enfoui son visage dans ses mains, ses épaules secouées de sanglots qui semblaient authentiques. Mais toutes ces émotions avaient semblé authentiques jusqu'à quelques heures plus tôt. J'avais perdu la capacité de distinguer la vérité de la performance en ce qui concernait Cassandra. Neil, s'il te plaît, a-t-elle dit à travers ses larmes. Laisse-moi expliquer. Ce n'est pas ce que tu penses. C'est compliqué. Non, ai-je dit doucement, finissant mon whisky et posant le verre avec finalité. En fait, c'est très simple. Tu as une liaison depuis 2 ans. Tu es enceinte de l'enfant de ton amant. Tu planifiais de me tromper pour que j'élève cet enfant comme le mien. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Je me suis levé, soudain épuisé par l'effort de maintenir ma façade calme. Je vais rester à l'hôtel ce soir. Demain, j'appellerai un avocat. Je te suggère de faire de même. Alors que je me dirigeais vers la porte, elle m'a rappelé une dernière fois. Et nous? Et notre mariage? Et le bébé? Je me suis retourné pour la regarder. Cette femme qui avait partagé mon lit, mes rêves et mes espoirs pour l'avenir tout en détruisant systématiquement tout ce qu'il y avait de réel entre nous. Il n'y a pas de nous, ai-je dit simplement. Il n'y en a jamais eu, et ce n'est pas mon bébé. Puis je suis sorti de mon bureau, de ma maison, et de la vie que j'avais cru être la mienne, mais qui n'avait jamais existé. 3 semaines avaient passé. Mon plan soigneusement orchestré était enfin prêt à se déployer. J'avais appris la patience de ma grand-mère, qui disait que la vengeance servie froide était 2 fois plus satisfaisante que la vengeance servie chaude. Albert, c'était un séducteur en série avec au moins 2 autres femmes recevant des allocations similaires au cours des 5 dernières années. Il avait un système pour gérer plusieurs liaisons tout en gardant sa femme ignorante et sa réputation intacte. Mais les modèles pouvaient être exposés et les systèmes pouvaient être perturbés. Plus important encore, ces emails contenaient des informations détaillées sur ses activités commerciales, y compris plusieurs entreprises qui existaient dans des zones grises juridiques. J'ai passé le reste de la nuit à prendre des notes, à créer une chronologie, à organiser les preuves. Non seulement des preuves de la liaison, mais des preuves de tout. Irrégularités financières, problèmes fiscaux, problèmes liés aux fréquents voyages d'Albert entre les pays. Au matin, j'avais assemblé un dossier complet qui rendrait la vie d'Albert très compliquée s'il devenait public. Mais je n'étais pas intéressé par une exposition publique. L'exposition publique était désordonnée, imprévisible, potentiellement dommageable pour moi autant que pour eux. J'étais intéressé par quelque chose de beaucoup plus précis, de beaucoup plus satisfaisant. À 10 heures, j'avais gelé nos comptes joints, initié les procédures pour protéger mes actifs individuels et commencé le processus de documentation de chaque dépense partagée des 2 dernières années. Le divorce serait rapide et brutal. Cassandra découvrirait que l'homme qu'elle avait rejeté comme un idiot facilement manipulable était en fait tout à fait capable de protéger ses intérêts. Elle n'obtiendrait rien au-delà de ce que la loi exigeait absolument. Albert était une autre affaire. J'ai passé un appel de plus à un enquêteur privé avec qui j'avais travaillé il y a des années. J'ai besoin que tu examines quelqu'un, lui ai-je dit. Quelqu'un qui a été très négligent pour garder des secrets. À midi, la machinerie de ma vengeance était en mouvement. Une vengeance calme, légale, dévastatrice qui se déroulerait sur des semaines et des mois plutôt que des moments. J'ai quitté l'hôtel et suis retourné chez moi pour récupérer des vêtements et des objets personnels. Cassandra était partie, probablement au travail, probablement essayant de maintenir la fiction que tout était normal pendant que son monde se préparait à s'effondrer. Mais il y avait une note sur mon bureau écrite de sa main sur du papier à lettres coûteux que j'avais probablement payé sans m'en rendre compte. Neil, je sais que tu ne me croiras pas, mais je t'aime. Je n'ai jamais voulu que les choses aillent si loin. S'il te plaît, appelle-moi. Le bébé pourrait encore être le tien. S'il te plaît, ne jette pas notre mariage à cause d'un malentendu. Je t'en supplie, Cassandra. J'ai lu la note 2 fois, admirant sa capacité à mentir. Même quand elle n'avait plus rien à perdre, le bébé pourrait encore être le mien. Même maintenant, même après que je l'avais entendu appeler ça le fils d'Albert en parfait allemand, elle essayait encore de semer des graines de doute. J'ai plié la note soigneusement et l'ai mise dans la poche de ma veste.
Non pas parce que j'y croyais, mais parce que c'était une preuve de ses tentatives continues de me manipuler même après avoir été prise. Mon avocat la trouverait utile. Puis j'ai traversé la maison une dernière fois, regardant la vie que j'avais cru être la mienne. La cuisine où nous avions cuisiné ensemble. Le salon où nous avions regardé des films. La chambre où nous avions fait l'amour. Tout cela était maintenant contaminé par la connaissance de ce que cela avait réellement été. Mais je n'étais plus triste. Je n'étais même plus en colère. J'étais quelque chose de beaucoup plus dangereux que la colère. J'étais motivé. 6 mois plus tard, j'étais assis dans un café près de mon nouveau bureau, lisant le journal du matin et profitant réellement du simple plaisir d'un samedi matin calme, quand j'ai vu le titre qui a apporté la fin satisfaisante à tout ce chapitre malheureux de ma vie. Un homme d'affaires local condamné à 7 ans pour fraude fiscale et escroquerie. L'article était bref mais complet. Albert Richter, ancien PDG de Richter International Holdings, avait été condamné à 7 ans de prison fédérale et condamné à payer 4,8 millions d'euros de restitution à diverses agences gouvernementales. Son empire commercial avait été liquidé pour payer ses dettes, ses actifs saisis, sa réputation détruite. L'article mentionnait que sa femme, Elena Richter, avait divorcé de lui alors qu'il attendait son procès et avait publiquement déclaré qu'elle ne lui rendrait pas visite en prison. Il n'y avait aucune mention de Cassandra dans l'article. Mais je savais par mon avocat qu'elle avait donné naissance à un fils 3 mois plus tôt, un fils qu'Albert ne rencontrerait jamais en dehors d'une salle de visite de prison. Cassandra vivait avec sa sœur à présent, travaillant comme réceptionniste dans une clinique médicale et luttant pour joindre les deux bouts avec un salaire minimum. Elle avait finalement dit la vérité dans nos procédures de divorce, admettant que l'enfant n'était pas le mien et renonçant à toute pension alimentaire, non pas par honnêteté ou remords, mais parce que poursuivre le mensonge aurait nécessité le soutien d'Albert. Et qu'Albert n'était plus en position de soutenir qui que ce soit. J'ai plié le journal soigneusement et je l'ai mis de côté, ressentant quelque chose qui aurait pu être une clôture. Ce n'était pas de la joie en voyant la vie de 2 personnes détruites, même quand elles avaient largement mérité leur sort, mais il y avait un sentiment d'achèvement, de justice rendue et d'équilibre rétabli. Le café était occupé par la foule du samedi matin. Des familles avec des enfants, des couples lisant des livres ensemble, des étudiants avec des ordinateurs portables et des rêves de changer le monde. Des gens normaux vivant des vies normales, sans tromperies élaborées et trahisons soigneusement calculées. C'était le genre de scène que j'avais oublié exister pendant mon mariage avec Cassandra, quand chaque interaction était filtrée à travers des couches de mensonges et de manipulation. Excusez-moi, est-ce que cette place est prise? J'ai levé les yeux pour trouver une femme d'environ mon âge debout à côté de ma table, désignant la chaise vide en face de moi. Elle avait des yeux gentils derrière des lunettes et des cheveux bruns grisonnants. Elle portait une serviette en cuir usé et ce qui semblait être des copies d'étudiants qui avaient besoin d'être notés. « Je vous en prie », ai-je dit en désignant la chaise. « C'est à vous. » Elle s'est assise avec un sourire reconnaissant. « Docteur Sarah Mitchell », a-t-elle dit en tendant la main. « Et merci. J'ai environ 30 essais à noter avant lundi, et mon appartement est en cours de désinsectisation, donc je suis temporairement sans domicile. » « Neil Harrison », ai-je répondu en serrant sa main. « Quelle matière enseignez-vous ? » ? « Psychologie à l'université locale. » « Et vous ? » ? « Ingénieur en électricité, bien que je sois entre 2 projets en ce moment, donc j'ai plus de temps libre que d'habitude. » Elle a souri, une expression authentique qui atteignait ses yeux d'une manière que j'avais presque oublié être possible. Nous avons travaillé dans un silence confortable pendant l'heure suivante. Elle notait ses copies tandis que je répondais aux emails de clients potentiels. C'était paisible d'une manière que je n'avais pas connue depuis des années, partageant l'espace avec quelqu'un sans ressentir le besoin de performer ou d'impressionner. Quand elle a fini sa pile d'essais, elle a levé les yeux et m'a surpris en train de la regarder. « Je suis désolée », a-t-elle dit avec un léger rire. Je devais marmonner toute seule. « Pas du tout », ai-je dit. Je pensais juste à quel point c'est agréable de travailler à côté de quelqu'un qui fait réellement ce qu'il semble faire. Elle a haussé un sourcil. C'est une chose étrangement spécifique à apprécier. Je me suis retrouvé à lui parler de Cassandra, bien que pas en détail et sans amertume. Juste les faits de base. Un mariage qui s'est terminé quand j'ai découvert que ma femme menait une double vie. Un divorce qui a été finalisé 3 mois plus tôt. Le processus continue de reconstruire ma vie à partir de zéro. Je me suis surpris de la facilité avec laquelle il était facile de lui parler. « Je suis désolé »,
a-t-elle dit quand j'ai fini. Ça a dû être incroyablement difficile. Ça l'était, ai-je admis, mais c'était aussi libérateur d'une manière étrange. J'ai passé 2 ans à penser que je perdais la tête parce que rien de ce que ma femme disait n'avait vraiment de sens. Découvrir que je n'étais pas fou, qu'elle mentait vraiment sur tout, était presque un soulagement. Sarah a hoché la tête pensivement. Je vois ça parfois chez mes étudiants. Ils viennent convaincus qu'ils sont stupides parce qu'ils ne peuvent pas comprendre leur relation, ne peuvent pas comprendre pourquoi rien de ce que leur partenaire fait n'a de sens. Habituellement, il s'avère qu'ils ne sont pas stupides du tout. Ils sortent juste avec quelqu'un qui ment constamment. Nous avons discuté pendant une autre heure de psychologie, d'ingénierie, des livres que nous lisions et des endroits où nous voulions voyager. Elle était divorcée aussi, depuis 3 ans après avoir découvert que son ex-mari détournait de l'argent de l'organisation à but non lucratif où il travaillait. Elle comprenait la trahison, comprenait le long processus d'apprentissage à faire à nouveau confiance à son propre jugement après que quelqu'un que l'on aimait a systématiquement miné tout cela. Quand elle a finalement rangé ses documents, je me suis senti réticent à la laisser partir. « Seriez-vous intéressé par un dîner à l'occasion » ai-je demandé, surpris par ma propre audace. Quelque part avec de la nourriture honnête et une conversation honnête. Elle a souri, cette même expression authentique qui avait attiré mon attention plus tôt. J'aimerais beaucoup. Tant que vous promettez de ne parler aucune langue étrangère que je ne comprends pas. J'ai ri. Un vrai rire qui venait de quelque part profond et non gardé. Je promets. Français seulement est la vérité complète, même quand c'est ennuyeux. Surtout quand c'est ennuyeux, a-t-elle dit. La vérité ennuyeuse est sous-estimée. Nous avons échangé nos numéros de téléphone et je l'ai regardé partir en ressentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, de l'anticipation pour l'avenir. Ce soir-là, j'ai appelé mes parents pour notre point hebdomadaire, quelque chose que j'avais commencé à faire après le divorce comme moyen de renouer avec des relations familiales qui n'étaient pas basées sur la tromperie. « Tu sembles différent », a dit ma mère vers la fin de notre conversation. « Plus heureux, peut-être ? » Je pense que je le suis, ai-je dit en regardant autour de mon appartement avec ses lignes propres et ses meubles honnêtes. Je pense que j'apprends enfin qui je suis quand je n'essaie pas d'être ce dont quelqu'un d'autre a besoin que je sois. C'est une bonne chose à apprendre, a-t-elle dit, même si cela a pris plus de temps que cela n'aurait dû. Après avoir raccroché, je me suis servi un verre de vin et je me suis tenu sur mon balcon en regardant la ville. Quelque part là-dehors, Cassandra essayait probablement de coucher son fils dans un petit appartement, luttant avec la réalité de la maternité célibataire et d'un travail au salaire minimum. Quelque part d'autre, Albert apprenait à naviguer dans la politique carcérale et comptait les années jusqu'à sa libération. Leur tromperie élaborée s'était effondrée sous son propre poids, les laissant tous deux dans une pire situation que s'ils avaient simplement été honnêtes dès le début. Je n'avais pas pitié d'eux. Les actions ont des conséquences, et ils avaient choisi leurs actions en toute connaissance des risques encourus, mais je ne me sentais plus vindicatif non plus. Ils ne faisaient plus partie de mon histoire. Ils étaient devenus ce qu'ils méritaient de devenir, insignifiants. Mon téléphone a vibré avec un message de Sarah. Je voulais juste dire merci pour un après-midi charmant. J'ai hâte de notre dîner. Et ne vous inquiétez pas, je ne testerai pas votre maîtrise de l'allemand. J'ai souri et tapé en retour, j'ai hâte aussi. Avertissement équitable, je suis complètement bilingue en allemand, mais je promets de n'utiliser mes pouvoirs que pour le bien à partir de maintenant. Sa réponse est arrivée rapidement. Un homme avec des profondeurs cachées et le sens de l'humour. Je pense que je vais aimer apprendre à vous connaître, Neil Harrison. J'ai posé mon téléphone et je suis retourné regarder la ville, les milliers de lumières représentant des milliers de vies. Pour la première fois depuis ce dîner dévastateur, je me sentais réellement plein d'espoir pour l'avenir. Le mot allemand pour ce sentiment, j'ai réalisé, était « Befreiung ». Libération. La liberté de la tromperie. La liberté du travail épuisant d'être la solution au problème de quelqu'un d'autre. Ma grand-mère aurait été fière. J'avais appris sa langue et, à travers elle, j'avais appris la leçon la plus importante de toutes, parfois, le plus grand cadeau que la trahison peut vous offrir est l'opportunité de découvrir qui vous êtes vraiment quand vous arrêtez d'essayer d'être celui dont quelqu'un d'autre a besoin.